Vivre avec la peur. Vivre avec la peur, c'est ce qui m'est venu comme problématique, pas d'abord tout à fait anthropologique, ou en tout cas que je n'avais pas identifié dans l'espace des objets anthropologiques, puisque c'est une émotion qui appelle peut-être des analyses psychologiques, psychanalytiques, les sens, des choses qui sont parfois imperceptibles, en tout cas dans leur cause. Mais si cette question-là est venue, peut-être pourquoi pas pour faire une anthropologie de la peur, mais je ne l'ai pas encore formulé exactement dans ces termes-là. C'est parce que je me suis trouvé, comme tout le monde, en situation de pandémie, de confinement, donc je ne reviens pas là-dessus, tout le monde a été confronté à ça, a été plus ou moins bouleversé, traumatisé, désagréablement, avec peut-être parfois des petites choses très marrantes et très agréables, selon les conditions sociales, évidemment, avec une très forte différence selon les conditions sociales. Mais quand je veux dire vivre avec la peur, ça n'est pas vivre avec la pandémie, c'est un peu autre chose. Parce qu'en fait, en commençant à décrire dans cet ouvrage, donc, qui s'appelle Vivre avec des épouvantails, je me suis petit à petit intéressé d'abord à décrire certaines choses qui étaient un challenge pour un anthropologue, double challenge, un anthropologue qui n'a plus de terrain, qui ne peut plus sortir sur le terrain, qui ne peut plus partir. Donc le terrain serait le soi-même ou ce qui arrive autour, et donc mes propres émotions. Et puis un anthropologue du contemporain qui est là, est au défi de faire cette anthropologie de ce qui est en train d'arriver. Et pour moi, ce terme de ce qui arrive, c'est par ça que commence d'ailleurs l'ouvrage. Ce qui arrive, c'est très important, puisque c'est qu'est-ce que je perçois, quels sont les événements, les éléments qui arrivent dans mon univers de perception, que je puisse décrire, pour lesquels je peux trouver les mots et les bonnes situations, comme je l'ai déjà évoqué, qui permettent une description. Alors j'ai décrit un peu ce que ça faisait de vivre avec des masques, ce que ça faisait sans se toucher les uns les autres, ce que ça faisait d'aller sur Netflix pour redécouvrir François Truffaut, etc., etc., pour une certaine catégorie de population, là, très marquée justement. Ce que ça faisait de sortir 1 heure par jour au bord du quai, ou de revenir sans dépasser son temps, d'être contrôlé, d'accepter d'être contrôlé, etc. Puis petit à petit, il y a d'autres réflexions qui sont venues, évidemment, comme tout le monde, en m'interrogeant sur ce climat de sécurité dans lequel on est et qu'on accepte, parce que notre vie est peut-être en danger, on n'en sait rien, mais enfin on le voit bien parce qu'il y a des gens qui meurent, beaucoup d'ailleurs, 5 millions maintenant à l'échelle de la planète, ça fait beaucoup quand même. Donc il y a un danger, et donc on a raison d'avoir peur. Et pour autant, on voit très bien qu'on peut tirer ce fil-là et arriver vers quelque chose qu'on appelle des politiques de la peur. C'est-à-dire, il est très facile finalement de gouverner par la peur. Alors, bien évidemment, loin de moi, et donc on marche un peu sur des œufs, loin de moi l'idée d'être un conspirationniste ou
je ne sais quel négationniste, mais bien sûr qu'il faut faire des choses. Ce que j'ai trouvé intéressant, en me référant à ce que je suivais un petit peu de ce qui se passait au Brésil, par exemple, c'est que là où un président disait « mais non, vous ne risquez rien, pas de masque, continuez à travailler, continuez à sortir, etc. » Ce sont les gens eux-mêmes, et par exemple dans les favelas où il n'y avait vraiment rien, ce sont les gens eux-mêmes qui ont organisé leur sécurité. Alors là, je me suis dit, bah, tiens, et il s'est passé la même chose à Moria, dans le camp de Moria, à Lesbos, où ce sont les encampés eux-mêmes, qui étaient là dans les pires conditions sanitaires, qui ont eux-mêmes organisé la récupération de masques, la distribution de masques, les gestes barrières, etc., et qui ont expliqué qu'il fallait se protéger le corps de chacun devant ce phénomène, même s'il était difficilement identifiable, il était difficile à le reconnaître, à l'identifier et à en identifier tous les risques. Et donc là, je me suis dit, ben là déjà, il y a un élément intéressant, c'est une inversion du biopouvoir de Foucault. C'est-à-dire, ce n'est pas un pouvoir qui nous dit, moi qui ai le pouvoir d'exception, je contrôle vos corps et je contrôle vos déplacements, je contrôle vos mouvements. Ce sont les gens eux-mêmes qui ont voulu instaurer leur propre auto-biopouvoir, si on peut dire. Donc un renversement de l'idée aussi de biopolitique, etc. Et je trouvais que là, il y avait une prise en charge biopolitique de soi par les gens eux-mêmes qui pouvaient aider à défaire cette hyperpolitisation qu'on a fait du concept foucaldien de biopouvoir et de biopolitique comme étant la manifestation d'un État qui impose l'état d'exception et qui soumet les sujets. Voilà. Là, il y avait des sujets au sens de la subjectivation et non pas au sens de l'assujettissement. Des sujets qui devenaient sujets d'eux-mêmes, sujets de leur propre protection. Alors ça, c'était un aspect que j'ai trouvé. L'autre aspect qui m'a particulièrement intéressé, évidemment, c'est la question des frontières. Et là aussi, on est encore en relation avec la peur, puisque de plus en plus, les frontières ont été assimilées à la sécurité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une confusion de la part de nos gouvernants des États-nations, dont j'ai déjà parlé dans les autres présentations, mais là, ça nous revient finalement. Les États-nations ont assimilé immunité et sécurité. C'est-à-dire, politique immunitaire, les gens eux-mêmes se protègent, et toutes les études qui ont été faites, c'est qu'effectivement, dans un cas comme le cas de la pandémie, la meilleure protection, elle est individuelle. C'est des vaccins, c'est le corps, c'est le vaccin, c'est les masques, c'est l'alcool, etc., etc. Donc c'est le corps de chacun. Mais voilà que nos États ont eu comme premier réflexe de fermer les frontières nationales. Parce qu'on pouvait admettre, et finalement, le confinement à domicile, c'est une autre frontière qui est la frontière la plus presque immédiate autour des corps, sauf qu'on a oublié que la vraie frontière, c'est la peau du corps lui-même. C'est-à-dire si on veut se protéger, c'est la peau qui est la vraie frontière pour le virus. Donc, le confinement à domicile, parce qu'on ne savait pas comment fermer cette frontière du corps, dans la mesure où on a mieux compris comment ça marchait, un peu partout dans le monde. Et là, je ne suis pas du tout dans des accusations de jugement de quoi que ce soit. J'essaye de comprendre aussi la progression. Dans la mesure où on a mieux compris comment, effectivement, protéger les corps, eh bien, l'idée du confinement a pratiquement disparu, en tout cas, devrait pratiquement disparaître, puisqu'on a la meilleure solution sur la bonne frontière, qui est celle du corps. Et pour moi, il y a deux frontières, c'est la frontière du corps et la frontière de la planète tout entière, c'est-à-dire le parcours du virus. Le parcours du virus, c'est d'aller de corps en corps, par réseau, donc je retrouve mes réseaux
de mes analyses de réseau en étoile avec des pointes, des têtes de réseau. Et là, on l'a bien vu, c'est les têtes de réseau qui ont été très contaminées, par exemple, professeurs, leaders politiques, etc. Donc là, on a cette frontière-là, des corps, et puis de réseau en réseau, la dernière limite, c'est la planète tout entière. Voilà. Alors, le réflexe de fermeture des frontières nationales, le réflexe des États de fermeture de frontières nationales, a été contesté. Là, il a été contesté à nouveau, puisqu'on est au mois de septembre, octobre, avec la 4e ou 5e vague, je ne sais plus, enfin avec la dernière vague à ce jour, certains, et puis le nouveau variant Omicron, fermeture, voilà, la fermeture des frontières qui a été le premier geste annoncé par plusieurs pays, et en tout cas de fermeture, de mise à l'écart un peu de l'Afrique du Sud, par exemple, qui avait été pourtant le premier pays à bien identifier ce variant. Alors, donc, là aussi, avec l'expérience, on s'est aperçu que cette fermeture des frontières nationales n'était pas une bonne solution, et les épidémiologistes ont déjà dit que non, ça n'est pas ça la solution. La solution, c'est les vaccins, les barrières, les gestes barrières, etc., etc. Alors, ce qui était intéressant, c'est que, en tout cas dans un premier temps, on a eu en même temps, voilà, ce cosmopolitisme forcé des uns et des autres. Il a bien fallu qu'on comprenne qu'on était dans un même monde, même les pires nationalistes, n'importe qui, tout le monde était relié à tout le monde, jusqu'à l'autre bout de la planète. Et c'est ça que nous a dit d'abord la pandémie, c'est ce lien des uns avec les autres, des corps avec les autres. Donc, cosmopolitisme forcé d'un côté, et de l'autre côté, réflexe de repli, de fermeture, frontières nationales, etc. Donc là, j'ai trouvé que du point de vue de l'analyse des frontières, qui est un petit peu aussi un de mes thèmes de prédilection, voilà, ça a alimenté beaucoup je trouve, de réflexion sur le fait que on n'échappe pas à notre existence au monde, on n'échappe pas à notre condition globale ou à notre condition cosmopolite au sens d'être tous dans le même monde. Et en même temps, on n'échappe pas aujourd'hui à cette politique qui est un des réflexes, qui est celle du repli sur soi, qu'on trouve bien ailleurs dans tout un tas d'autres domaines politiques que celui dont il est question avec la pandémie. Alors il m'a semblé, au bout d'un moment, petit à petit, en vivant aussi toute cette époque, tout ce moment, comme tout le monde, il m'a semblé qu'on avait cette évidence de la présence de la peur qui pouvait nous faire faire beaucoup de choses. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, toutes les actions immunitaires sont nécessaires, et je les partage. Voilà, mais les aspects sécuritaires sont beaucoup moins évidents. Donc, en France, ça a fait un peu sourire d'apprendre que ce n'était plus le Conseil des ministres qui décidait de la politique, mais c'était un Conseil de défense. Et ce Conseil de défense se passait même, au moins dans les premiers temps, dans un bunker qui est à 70 mètres en dessous du sol. Bon, on est en guerre ou en guerre nucléaire, enfin, dans quel monde vivons-nous, quoi. Évidemment, toutes les surveillances qui ont été développées, les caméras de surveillance qui ont été placées dans tous les endroits où on devait surveiller si les gens portaient bien leur masque, on va voir s'ils vont être enlevés. Si elles vont être enlevées, ces caméras, ou bien si elles vont rester, puisque effectivement, la tentation de la surveillance, pour n'importe quel gouvernement sécuritaire, c'est-à-dire qui ne fait pas tout à fait confiance à sa population, dans tous les domaines, eh bien, la caméra de surveillance, c'est un outil qui peut servir à beaucoup de choses. Donc voilà, le contexte a fait ressurgir un certain nombre de peurs qui ont donné lieu, et là, quand on parle de politique de la peur, je ne pense pas que ce soit de la manipulation politique de la peur,
mais simplement que nos gouvernants eux-mêmes ont été pris de panique. À un moment donné, la peur panique, hein, Paul Virilio a utilisé ce terme-là, Zygmunt Bauman aussi, c'est-à-dire la peur panique, c'est-à-dire la peur totale, la peur qui rayonne sur tout, quoi. Donc je suis allé chercher un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait identifier comme genre de peur. Les peurs cosmiques, qui sont les peurs de notre vulnérabilité face au monde. C'était au Moyen-Âge, on a beaucoup... on a écrit récemment, dans des décennies passées, sur ces peurs du Moyen-Âge. On a beaucoup parlé de la grande peur, on a beaucoup parlé des peurs face aux épidémies de peste, etc. On associe un petit peu le Moyen-Âge à cette période de grande peur. La peur cosmique, c'est simplement une peur réaliste qui nous dit notre vulnérabilité de vivant face à l'ampleur du monde, de l'univers, de tout, de toute la totalité et l'inconnu qui encore nous relie à ce monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, et dans les choses que nous savons, il y en a aussi qui nous font peur de cet état du monde. Donc on peut avoir peur d'un météorite qui va rencontrer la Terre sans nous prévenir, on peut avoir peur d'un prochain tremblement de terre qui est attendu au Japon ou au Liban dans les prochains jours, depuis des années. On peut avoir peur même de tout ce qu'on connaît. Mais sinon, c'est notre peur d'être minuscule et vulnérable dans le monde. Peut-être que cet événement-là nous a remis dans cette peur-là, au sens où ça nous remettait dans cette difficulté de la relation avec la nature, avec le monde naturel, avec le monde végétal, animal, qui nous entoure et qui est aussi le monde des virus. Il y a les peurs existentielles et qui ont été très présentes, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur des dangers corporels, de ce qui est très présent. Et je pense qu'il y a eu, à certains moments, peut-être moins le cas maintenant, mais il y a eu, et puis selon les catégories, selon les âges, selon les lieux. J'ai retrouvé récemment en Italie des collègues qui étaient à Turin et à Bergame, par exemple, et ils me disaient « mais c'est terrible, qu'est-ce qu'on a eu peur ?» Et parce qu'à Bergame, ça a été général, la pandémie, et comme c'était très violent au départ, peut-être que le virus s'amenuise, hein, c'est ce qu'on a l'impression, là, de vague en vague, le virus se transforme, se diffuse et s'amenuise. Mais le premier, c'est vrai qu'un collègue de Turin m'a dit « mais tu n'imagines pas comme nous, on a eu peur en Italie du Nord ». Et c'est vrai que ça a été le premier pays, et on a regardé ça en France un petit peu de loin, et puis en fait, très rapidement, on a eu conscience aussi de ce qui se passait à ce moment-là. Donc cette peur de mourir, cette peur existentielle, cette peur, elle est très, très présente. Et puis, on les appelle les peurs sociales, c'est la peur de perdre son travail dans cette occasion, la peur de ne pas tenir sur le plan économique, les peurs sociales en général, et donc aussi les peurs des autres, les peurs des étrangers, est-ce qu'ils vont nous amener, les migrants. Ce qui est arrivé avec la population asiatique, par exemple, en Europe, en France, mais aux États-Unis, énormément, avec cette notion du virus chinois, et donc et effectivement des personnes asiatiques qui avaient l'habitude, parce qu'elles avaient déjà l'habitude d'avoir réagi à des virus, de porter des masques, comme on voyait souvent. Parfois, on les regardait un petit peu avec certains regards comme quelque chose d'exotique, de voir des touristes asiatiques qui portaient des masques, par exemple. Voilà, c'était simplement qu'ils avaient 10 ans d'avance sur nous, sur cette question-là. Et donc ces peurs-là aussi, on va dire des peurs sociales, sociétales, se sont aussi développées. Alors après, je me suis intéressé à savoir, mais comment est-ce qu'on traite la peur ? Comment est-ce qu'on traite la peur ? Alors il y a évidemment l'ouvrage de Mikhaël Bakhtin sur la culture populaire au Moyen-Âge et à la Renaissance, qui fait, je m'en suis souvenu à ce moment-là, parce que je l'avais étudié quand j'avais travaillé sur les carnavals
en Amérique latine, j'avais lu Bakhtin dans ce qu'il disait sur le fantasque et le grossier de la culture populaire qui peut renverser tout ce qui vient du pouvoir religieux, du pouvoir politique, etc. Et donc j'ai retrouvé dans ces lectures ces images par lesquelles le peuple, dans ses carnavals, justement, de l'époque médiévale, se moquait des images de la peur qu'on lui transmettait, et notamment de l'Apocalypse, par exemple, voilà, des grands effondrements, des tremblements de terre qui étaient annoncés. Et donc, tout ça a été remis en scène sous des formes de pantins, d'images, de grossièreté. Et Bakhtin prend à la lettre la lecture de Pantagruel et il dit, ben voilà, l'urine de Pantagruel, c'est le déversement de l'inondation des eaux qui nous inondent, etc., etc. La défécation de Pantagruel, comme dans les carnavals, c'est pour se moquer par le ventre, se moquer de la tête des penseurs, on les renverse, etc. Tous ces thèmes un petit peu autour de l'inversion carnavalesque permettaient de rire de ce qui nous fait peur et de rire de ceux X, CEX, qui nous font peur. Et je trouvais ça intéressant. Et donc c'est dans ce texte-là que Bakhtin écrivait, et en brandissant des épouvantails, le rire a vaincu la peur. Et donc j'ai essayé de voir quel était cet imaginaire qui était associé à la peur. J'ai retrouvé dans des enquêtes que j'avais faites en Colombie sur ces pays de mangrove dont je parlais, des personnages qui sont dans la forêt, dans la mangrove, qui sont des personnages imaginaires qui font peur, c'est-à-dire qui alertent sur le danger de la forêt, par exemple, ou le danger de la mangrove. Donc il y a des figures. La Tunda, c'est une femme, c'est un esprit, si on veut, un esprit féminin qui est connu pour attirer les hommes dans la forêt et les attirer vers elle et les faire disparaître, leur prendre le sexe et les tuer. Et donc, associé à une interprétation de cette femme, c'est une femme qui est partie dans la forêt, mais qui a toujours voulu avoir un homme et un enfant, et donc elle veut attraper des hommes pour qu'ils lui fassent des enfants. Et donc, tout ça crée une peur autour du thème, on va dire, de se perdre dans la mangrove et dans la forêt. Il y a la Madre d'Agua, qui est un peu le même personnage, la femme de l'eau, qui attire les hommes au fond de l'eau. Il y a le Riviel, qui est un personnage qui est un petit peu une luciole sur le bord de l'eau et qui va égarer les pêcheurs qui sont sur leur embarcation la nuit, qui peut les égarer. Et donc tout ça, c'est en gros, c'est des petits esprits qui disent pourquoi avoir peur, comment avoir peur. Il m'avait semblé aussi, j'ai aussi regardé un petit peu de ce côté-là, qu'au Brésil, dans les personnages du candomblé, il y a beaucoup de personnages qui ont une fonction de gérer les peurs aussi sur la guerre, Omoulou et la maladie, par exemple. Omoulou, qui est la divinité de la maladie, qui est à la fois l'incarnation de la maladie et l'incarnation du soin de la maladie. Donc c'est un personnage comme ça, un esprit auquel on se réfère pour imager la peur de la maladie, la peur de... Il y a aussi des déesses, des divinités pour les eaux salées, la mer, ce qui est pour les marins, et donc c'est effectivement pour tout le risque qu'il y a à naviguer en mer, etc. Donc il m'avait semblé que dans ces personnages-là, il y avait des figurations. Et puis finalement, mon interrogation, c'était sur le fait que nous avons, nous,
aujourd'hui beaucoup de mal à créer cet imaginaire, puisque nous sommes déjà un peu envahis d'images qui circulent en permanence, et donc entre les images qui circulent et la réalité qui est là, à partir de laquelle nous pourrions inventer des fictions. Je pense au travail de Marc Augé qui est appelé La guerre des rêves, où il y a cette espèce de confusion générale des images, où finalement la confusion existe déjà entre la réalité et les images de la réalité, et donc nous avons beaucoup nous-mêmes de mal à imaginer les fictions qui nous permettraient de donner un sens à ces réalités, en l'occurrence à la peur. Donc j'en appelle un petit peu à la fois à des tentatives de rendre fictionnel tout cet univers de la peur, à l'imager pour le mettre quelque part, pour ne plus être soumis à des gouvernements de la peur ou à des politiques de la peur. Et puis d'autre part à repenser la vie commune dans un monde où, puisque le cosmopolitisme forcé existe déjà, et bien donc rendons-le réel, volontaire, en repensant un peu notre vie commune à l'échelle locale, nationale, régionale et globale.